Bonjour à tous, je vous propose de reprendre nos investigations sur les intégrales généralisées. Comme nous l'avons vu au cours des précédentes vidéos, après avoir rappelé la définition d'une intégrale généralisée, je vous rappelle qu'il y a donc deux catégories d'intégrales généralisées, celles qui sont de première espèce, donc qui concernent une intégration sur un intervalle non borné, et puis celles qui traitent d'intégrales sur un intervalle avec à son bord une singularité de la fonction qui ne permet pas de définir à l'une des extrémités. Dans les cas que nous avons considérés, nous avons pris comme point de départ un intervalle AB fermé en A et ouvert en B, pour spécifier cette singularité de la fonction au point B. Et bien, donc, après avoir vu la définition de telles intégrales, nous avons vu un premier critère de convergence, qui est le fameux très célèbre critère de Cauchy. Et là, je vous propose donc d'entrer, j'ai envie de dire, plus dans le vif du sujet pour être en mesure de statuer dans des cas pratiques par la suite. Ce n'est pas que le critère de Cauchy ne permette pas de le faire, mais il y a des critères de convergence bien plus opérationnel, comme vous allez le voir. Donc c'est l'objet de la deuxième partie de ce chapitre. Eh bien, on va parler d'intégrales généralisées de fonctions positives. Intégrale généralisée de fonctions positives. En quoi la positivité permet d'obtenir des critères particulièrement efficaces, nous allons le voir. Et ensuite, évidemment, nous verrons comment traiter les intégrales de fonctions qui n'ont pas, comment dirais-je, un signe constant, parce qu'évidemment, je peux tout de suite le mentionner, dès lors qu'une fonction ne sera pas positive, mais strictement négative, eh bien son opposé sera strictement positif et nous aurons les critères de convergence que nous allons voir maintenant pour des fonctions en quelque sorte strictement négatif. Donc l'essentiel, c'est de garder un signe constant pour de telles fonctions. Et lorsque de tels cas ne se produiront pas, ne pourront pas être observés, c'est-à-dire des fonctions à signe variable, nous verrons comment procéder. Alors, premier théorème que nous allons démontrer, soit f et g, deux fonctions définies sur le même intervalle, définies sur AB, A fermé, B ouvert, à valeur dans R, et positive sur AB. Et positive, puisqu'on l'a défini sur AB, je considère qu'il s'agit d'une caractéristique de signe sur tout l'intervalle AB. On suppose de plus que F et G sont localement intégrables. Sur AB, évidemment. Sont localement intégrables et vérifie de plus eh bien, quel que soit T appartenant à AB, donc surtout l'intervalle d'intégration future concerné, eh bien, on a f de t qui est inférieur ou égal à g de t. Donc, nous considérons deux fonctions sur le même intervalle, évidemment, A, B, B ouvert, parce que c'est en B qu'il y a un problème, fini ou pas, comme je l'ai rappelé, intégrale généralisée de première ou deuxième espèce. On suppose que ces deux fonctions sont positives sur l'intervalle AB et localement intégrables. Et donc, la propriété qui va nous intéresser, c'est cette propriété dite de comparaison. Autrement dit, pour tout t, on a f de t qui se trouve en dessous, qui est inférieur ou égal à g de t. Alors, eh bien, petit a, si g est intégrable
sur AB au sens de l'intégrale généralisée, alors on va démontrer que f est également intégrable sur AB. Vous avez certainement deviné la deuxième propriété qui est en fait la contraposée de la première. Si f n'est pas intégrable sur AB, alors G ne l'est pas non plus, ne l'est pas également, ne l'est pas également. Un peu de vocabulaire avant de regarder tout de suite la démonstration et voir la clé qui repose essentiellement sur la positivité de F et de G au-delà de leur comparaison qui constitue le dernier élément de l'hypothèse de ce théorème. Eh bien, on va dire, si G est intégrable, alors F est intégrable. On pourrait dire que si l'intégrale de G est convergente, alors l'intégrale de F est également convergente. Le petit b, au lieu de dire que si F n'est pas intégrable sur AB, alors G n'est pas intégrable sur AB, on pourrait dire si l'intégrale de F est divergente sur AB, alors l'intégrale de G est, évidemment, on va voir, divergente sur AB. Alors, pour la preuve, et sans surprise, dans la mesure où l'intégrabilité de f comme de g repose sur la limite de l'intégrale de a à x de f ou de g de t dt, eh bien on va poser grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, et on va poser grand g de x l'intégrale de a à x de g de t dt. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment de savoir comment la limite, quand x tend vers b, de grand f de x induit ou impose un comportement sur la limite de grand g de x, ou vice-versa. Alors, évidemment, comme, quel que soit t, je viens de l'effacer, appartenant à AB, eh bien, on a f de t inférieur ou égal à g de t. Dans la mesure où ces deux intégrales, je ne l'ai pas dit évidemment, mais cette définition est valable pour x appartenant à AB, A ouvert, A fermé, B ouvert. Eh bien, comme f de t est inférieur ou égal à g de t, et donc, voilà pourquoi je viens de rappeler que x était dans l'intervalle semi-ouvert, A fermé, B ouvert. L'intégrale qui est ici, comme on l'a vu un certain nombre de fois, avant de prendre la limite quand x tend vers B, il s'agit ni plus ni moins d'intégrale au sens de Riemann, puisque nous sommes sur un intervalle fermé borné, pour tout x sur l'intervalle A fermé, B ouvert, et donc comme petit f comme petit g sont des fonctions localement intégrables, eh bien ça veut bien dire que ces intégrales existent, et qu'elles existent, ça veut dire qu'elles sont Riemann intégrables, puisque nous sommes sur les intervalles fermés bornés pour petit f comme pour petit g. Du coup, je dispose des propriétés des intégrales de Riemann, et ceci implique que l'intégrale de a à x de f de t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de a à x de g de t dt, quel que soit x appartenant à AB. Très simplement, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à AB, je vais l'écrire à l'envers, si vous voulez, eh bien j'ai grand f de x inférieur ou égal à grand g de x. Alors maintenant, nous avons deux choses à établir. Si petit a, donc pour le petit a, si g est intégrable, ou si l'intégrale de petit g existe ou est convergente, ça veut dire que limite de grand G de x quand x tend vers b existe et est un nombre réel. Par ailleurs, donc ça c'est la première chose, par ailleurs,
Comme petit f comme petit g sont deux fonctions positives, par ailleurs, eh bien, grand G de x comme grand f de x sont des fonctions croissantes de x. Par ailleurs, g étant positif sur AB, cela implique que grand G, la fonction grand G, est croissante. Plus j'augmente l'intervalle d'intégration, plus x augmente, plus ce nombre-là, g de x, augmente. Donc ça veut dire que grand G est une fonction évidemment croissante de x. Elle est croissante de x et j'ai supposé juste avant qu'elle n'avait une limite quand x tend vers b. Ceci veut dire que grand G est croissante et bornée sur AB. On a également f qui est croissante, parce que évidemment la fonction petit f est positive ou nulle, donc la fonction grand f de x, qui est en fait la primitive de petit f, qui s'annule en x égale a, et bien quand f, comme f est positif, plus x est grand, plus le terrain d'intégration, j'ai envie de dire, est important, et qu'il n'y a pas d'état d'âme, il s'agit bien d'une augmentation d'air vu que la fonction est positive, donc grand f est évidemment croissante au même titre que grand G. Mais on a supposé dans le petit a que si G est intégrable, alors en conséquence ça veut dire que grand G est une fonction donc bornée sur AB, et comme f est plus petite que grand G, donc ça implique aussi que grand f est borné. Donc grand f est croissante, grand f est borné, ça implique que la limite que grand f de x quand x tend vers b existe et appartient à R. D'accord? Existe. Ça implique qu'elle existe parce que la fonction est croissante. Il n'y a pas d'état d'âme sur éventuellement d'oscillation de la fonction grand f. Ça aussi, c'est lié au signe de la fonction petit f. Je ne l'ai pas dit pour la fonction comment dirais-je, grand f, c'est la même chose pour la fonction grand G. La fonction grand G comme grand f sont des fonctions croissantes qui n'oscillent pas. C'est intrinsèquement lié au signe de petit f et de petit g. Donc grand f est croissante, grand f est croissante et donc majorée parce que elle est majorée par la limite de grand G par hypothèse quand x tend vers b, donc la limite de grand f existe, ce qui veut dire que petit f est intégrable. Sur AB. Alors pour le petit b, je vais le faire oralement si vous voulez, parce que le petit b qui consistait à dire, eh bien, si l'intégrale de petit f est divergente, l'intégrale de petit g est divergente, évidemment, c'est encore lié à cette histoire-là, parce que si l'intégrale de petit f est divergente, comme grand f, qui est la fonction, qui est la primitive associée à petit f, je ne vais pas le répéter, comme grand f est une fonction obligatoirement croissante, donc du fait de la positivité de petit f, rebelote et 10 de der, eh bien ça veut dire que si l'intégrale de petit f diverge, ça veut dire que la limite de grand f est infinie. Il n'y a pas d'incertitude qu'il n'y aurait pas de limite pour grand f. Il y a forcément une limite, ou elle est finie, ou elle est infinie, puisque grand f est croissante. Et donc, si on suppose dans le petit b que l'intégrale de petit f diverge, eh bien ça veut dire forcément que la limite de grand f est infinie. La limite de grand g, donc, est forcément infinie, puisque la limite de grand g, au même titre que la limite de grand f, existe ou pas dans le sens fini ou infini. Il n'y a toujours pas d'état d'âme sur la possibilité d'un cas de sans limite pour grand G. Donc à partir du moment où elle est minorée par une fonction qui tend vers plus l'infini, à savoir dans la mesure où dans l'expression de la deuxième partie du théorème en petit b, on suppose que l'intégrale de petit f diverge. En d'autres termes, que grand f a une limite infinie, eh bien grand G a donc une limite infinie et l'intégrale, on dit, de petit g diverge. Voilà. Donc en fait, ce résultat-là va nous permettre de, comment dirais-je, de regarder un premier cas de figure extrêmement pragmatique qui va nous donner deux informations particulièrement précieuses. Alors, exemple pour traiter un cas particulier
par comparaison, évidemment, par comparaison, à l'aide, comment dirais-je, de ce premier théorème, premier exemple, c'est l'étude de la convergence de l'intégrale somme donc de 1 à plus l'infini de cosinus t au carré dt. Voilà. Premier exemple que nous allons traiter in extenso concernant la convergence, l'étude de la convergence de cette intégrale. Alors, première chose, premier point immédiat donc à signaler, la fonction qui a t associe cosinus t au carré est définie et continue sur tout intervalle de la forme 1 grand X fermé, X appartenant à R+, puisque nous sommes amenés à étudier l'intégrale sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour tout X fini, c'est ça que cela veut dire, positif, eh bien la fonction cosinus t carré est une fonction bien régulière, on pourrait même dire bien plus, mais c'est largement suffisant pour ce qui nous intéresse, à savoir qu'elle est définie et continue sur tout intervalle fermé borné de la forme 1 grand X. Ça veut dire que cosinus t carré est localement intégrable sur 1 plus l'infini, sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, donc on va pouvoir considérer de manière légitime la limite quand grand X tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à grand X de cosinus T2 dt. Et donc, pour ce faire, on va travailler l'intégrale de 1 à grand X de cosinus T2. On va travailler, pourquoi on va travailler? Parce que, est-ce que par comparaison immédiate, par le théorème que nous avons vu précédemment, est-ce qu'on est capable de garantir la convergence de cette intégrale? C'est dans la deuxième remarque, hein, c'est dans le deuxième point, je fais tout de suite une remarque. Sur 1 plus l'infini, la fonction cosinus n'a pas de propriété, comment dirais-je, suffisante pour permettre un tel résultat, puisque quel que soit t appartenant à 1 plus l'infini, eh bien on n'a que valeur absolue de cosinus t au carré est inférieure ou égale à 1. On n'a pas de contrôle plus précis que cet encadrement entre moins 1 et 1 pour cosinus T2. Du coup, eh bien, par comparaison, ça c'est bien une fonction positive. F de t égale 1 est une fonction évidemment largement positive, constante. Et donc, cette fonction constante sur 1 plus l'infini n'est pas intégrable. Donc, on ne pourrait pas dire comme celle-là n'est pas intégrable, celle-ci ne l'est pas, c'est dans le mauvais sens. On peut dire à l'inverse, que si celle-ci n'était pas intégrable, alors 1 n'est pas intégrable, ce qui est vrai. Mais pour ce qui nous intéresse, à savoir la convergence de l'intégrale de cosinus T2, et on a envie de dire en passant par la valeur absolue pour avoir quelque chose de positif, mais ça ne nous donne pas plus, comment dirais-je, d'informations, puisque la valeur absolue de cosinus T2 est inférieure ou égale à 1, cette intégrale de la fonction 1 sur 1 plus l'infini diverge, on ne peut rien dire sur celle-là. Alors vous allez me dire, on ne peut rien dire sur celle-là, mais on a considéré la valeur absolue. Oui, mais cosinus T2 a un signe variable, donc nous ne sommes pas, pour l'instant, dans le cas d'une étude, comment dirais-je, d'une intégrale généralisée où une fonction change de signe. C'est la raison pour laquelle j'avais envisagé la valeur absolue de cosinus T2, mais on ne peut rien conclure. Et donc, il est de bon ton, pour ne pas dire légitime, de se poser la question de ce que l'on peut faire de cette intégrale de 1 à x qui, je le rappelle pour la énième fois, comme x ici est un, comment dirais-je, un nombre réel positif strict, donc fini,
Eh bien, l'intégrale de 1 à x de cosinus t de dt, c'est une intégrale au sens de Riemann que vous connaissez avec toutes les propriétés et l'artillerie de méthodes qui nous permettent de manipuler ce type d'intégrale. Alors, une remarque par observation immédiate. Encore une fois, ce qui m'intéresse, ce sont des remarques que la majorité d'entre vous pourraient être amenés à faire. Or, là, ce qui gêne dans la manipulation et dans la possibilité d'obtenir une conclusion sur cette intégrale, c'est le carré qui se trouve à l'intérieur, donc en puissance pour la variable t de cette intégrale. Autrement dit, si on avait cosinus t, dit autrement, si on avait cosinus t au lieu de cosinus t2, eh bien on pourrait mener le calcul jusqu'au bout de cette intégrale. C'est la raison pour laquelle, souvent en mathématiques, et je me plais à le redire autant que faire se peut, à partir du moment où vous êtes gêné par une expression, l'idée c'est de quelque part de la faire disparaître. En des termes informatiques, on parle d'encapsuler une opération qui pose problème. Eh bien, l'encapsulage ou l'encapsulation, enfin bref, encapsuler en mathématiques, c'est faire un changement de variable. On va poser S égale T2, c'est-à-dire qu'on ne va plus voir les détails de cette opération qui, elle, suscite un problème de calcul. On ne sait pas calculer la primitive de cosinus T2, comme vous le savez. Donc, par changement de variable, je vais en quelque sorte lisser l'expression qui me pose problème, encapsuler, à condition évidemment de mener à bien le changement de variable. Alors, quand t vaut 1, eh bien S vaut 1, et quand t vaut grand X, S vaut grand X2. Reste à changer la différentielle de l'ancienne variable en la différentielle de la nouvelle variable petit s. Eh bien, vous voyez que si s égale t2, alors t égale plus ou moins racine de s, mais comme t entre 1 et grand x avec un grand X qui est dans R+, eh bien, évidemment, t est positif. Donc, on ne peut pas avoir à partir de s égale t2, pardon, l'autre branche de la racine carrée, c'est-à-dire t égale moins racine de s, ça ne conviendrait pas au niveau du signe. À partir du moment où j'ai t égale racine de s, eh bien j'ai donc dt égale ds sur 2 racines de s, que je vais m'empresser d'écrire ici, ds sur 2 racines de s. Voilà. Alors on a gagné quelque part, mais comme d'habitude, on paye ailleurs, mais on paye dans le bon sens. Pourquoi? Alors on paye... On a maintenant donc un cosinus, une ligne trigonométrique, comme on dit, naturelle, élémentaire, et pas composée avec une opération interne, le carré en l'occurrence ici, et est apparue la racine de s. Alors, si je regarde maintenant cette intégrale-là, alors le demi, évidemment, ne va pas nous occuper de manière fondamentale, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas un calcul exact, c'est un comportement quand grand X tend vers l'infini, rappelez-vous. Donc, l'intégrale de cosinus s sur racine de s. J'aurais pu continuer à considérer le demi, ça ne présente pas d'intérêt. Alors, cette intégrale-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, malgré les apparences où on a gagné pour avoir une ligne trigonométrique élémentaire, entre guillemets, au prix de faire apparaître cette racine de s au dénominateur, cette racine de s au dénominateur est une bonne chose. Pourquoi? Eh bien, on s'intéresse à cette intégrale généralisée, c'est-à-dire à cette limite de cette intégrale quand grand X tend vers l'infini. Et donc, si on n'avait pas de cosinus s, on aurait une intégrale de Riemann de la forme 1 sur s puissance alpha, avec un alpha strictement plus grand que 1. Si ça pouvait être le cas, ça serait magnifique pour conclure quant à la convergence. Mais ici, nous avons quelque chose dans la forme 1 sur s puissance alpha avec un alpha égale 1,5. Donc on n'a pas assez de puissance pour pouvoir conclure, mais c'est déjà mieux que ce qui était apparemment au départ, en quelque sorte, puisqu'il n'y avait absolument aucune puissance de t. Là, on a une puissance de 1 sur s puissance alpha, mais avec un alpha qui n'est pas arrivé au seuil de alpha égale 1, comme vous le savez, pour pouvoir conclure par comparaison ou par calcul, selon ce que l'on va être amené à faire, quant à la convergence d'une intégrale généralisée, rappelez-vous, de première espèce, c'est-à-dire sur un intervalle non borné. Autrement dit, il serait souhaitable de faire ce qu'il faut, si c'est possible, pour augmenter la puissance de racine de s, enfin de s puissance 1,5, d'avoir quelque chose qui soit strictement supérieur à 1.
Et donc, il nous faut procéder à une manipulation. Alors certains diraient, ben, écoutez, multiplier par une puissance de s au dénominateur qui fasse dépasser le seuil de alpha égale 1, et puis compenser au numérateur. Oui, mais alors cette compensation-là ne va pas permettre de conclure du fait, précisément, de la puissance factice de ce que l'on ferait apparaître au dénominateur par compensation de ce qui serait à écrire au numérateur. Donc il faudrait essayer, autant que faire se peut, de faire apparaître une puissance alpha de s au dénominateur, alpha plus grand que 1, mais de manière, j'ai envie de dire, non factice, non artificielle. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même une écriture qui devrait vous donner une idée, parce que vous avez l'intégrale de 1 à x2, et cosinus s sur racine de s, c'est cosinus s fois 1 sur racine de s ds. Autrement dit, c'est un produit de deux fonctions. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, accessible à tout le monde, c'est-à-dire de penser ce quotient comme un produit. Et le produit doit vous faire penser de facto à un outil générique extrêmement pratique pour les intégrales de Riemann, à savoir l'intégrale d'un produit de deux fonctions, ça doit faire penser. Et si ce n'est pas le cas, il faut le faire de manière quasiment automatique, et puis après, voir si c'est relevant dans le cas qui nous intéresse. Donc je veux dire, évidemment, l'intégration par partie, qui est une méthodologie de traitement pour une intégrale où un produit de deux fonctions intervient. Alors, si vous avez un produit de deux fonctions, et donc il va falloir essayer de mettre en œuvre cette intégration par partie, moi j'ai envie ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a envie de faire apparaître une puissance supérieure à 1. Donc si je primitive 1 sur racine de s, je vais aller dans le mauvais sens, puisque la primitive de 1 sur racine de s, grosso modo, c'est racine de s, 2 racines de s. Donc évidemment, il ne va pas falloir primitiver 1 sur racine de s, mais il va falloir dériver 1 sur racine de s. La dérivée de 1 sur racine de s, c'est-à-dire de s puissance moins 1,5, c'est moins 1,5 s puissance moins 3,5. Donc 1 sur s puissance 3,5. C'est bon, on y est, on a une puissance supérieure à 1. Donc ça, c'est 1 sur racine de s, on va le dériver. Et donc on va intégrer cosinus s. Autrement dit, nous avons que l'intégrale de 1 à x au carré, donc de cosinus s sur racine de s, ds, c'est égal. Donc, si j'intègre cosinus s, le terme tout intégré, ça va être sinus s sur racine de s, à prendre entre 1 et x au carré, moins l'intégrale de 1 à x au carré. Et donc là, j'ai bien dit que je prenais la primitive de sinus s et que je dérivais 1 sur racine de s. On a dit que c'était moins 1,5 de s puissance moins 3,5, c'est-à-dire 1 sur s puissance 3,5. Ah, là on a quelque chose qui commence à aller dans le bon sens pour la convergence de cette intégrale-là. Nous allons voir ça dans un instant. Par ailleurs, première remarque dans cette écriture, eh bien, évidemment, limite quand grand X tend vers plus l'infini de ce terme tout intégré sinus s sur racine de s entre 1 et x2, eh bien, c'est la limite de sinus x carré sur racine de x2 qui vaut grand X, puisque grand X est positif. Donc, ce n'est pas valeur absolue de grand X, mais c'est grand X. Et sinus grand X carré sur x, ben, le sinus, il varie entre moins 1 et 1. Et donc, 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc, ça va donner moins sinus 1 sur 1. Puisque le terme intégré en 1 ne dépend pas de x. Donc ça, c'est fini. Fini. C'est une valeur finie. Alors certains vont me dire, mais je suis peut-être allé un peu vite sur sinus x au carré sur x. Je vais rajouter une couche. Sinus x au carré sur x. Hein, j'ai dit tout à l'heure avec les mains, mais on va voir qu'il n'y a pas que les mains qui parlent, là en l'occurrence. Sinus x au carré est une fonction donc bornée en valeur absolue, c'est compris entre 0 et 1, et donc 1 sur x va donner la tendance quand x tend vers l'infini. Autrement dit, si je prends la valeur absolue, je vais dire que cette quantité-là est inférieure à 1 sur x, évidemment elle est par nature positive, et le théorème des gendarmes vous confirme, j'ai envie de dire rigoureusement,
que dans la mesure où 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, que de l'autre côté c'est déjà 0, eh bien, entre, comment dirais-je, l'épaisseur du sandwich, ou entre les deux gendarmes, selon la version française ou anglo-saxonne, eh bien, ce qui se trouve entre les deux tend vers 0. C'est pour ça que, comment dirais-je, le premier terme ici, qui est le terme tout intégré, est convergent, si je puis dire, puisqu'il est fini quand grand X tend vers plus l'infini. Il nous faut donc, pour terminer, cette intégrale-là, finalement, se ramène à l'étude du comportement quand grand X tend vers l'infini de sinus S sur S puissance 3/2. Alors, c'est donc le deuxième point. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, nous avons la chose suivante. Donc, deuxième point, il nous faut maintenant étudier, j'ai envie de dire, limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à x au carré de sinus S sur S puissance 3/2 ds. Bien, alors on a toujours une ligne trigonométrique, certes épurée, comme je l'ai dit, ce qui a motivé mon changement de variable, mais qui dans la Java toujours entre -1 et 1, donc qui n'est pas un signe constant. Mais ici, on a une excellente tendance qui est donc une intégrale de Riemann généralisée avec un exposant supérieur à 1. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout au début de mon propos, rappelez-vous, avec cosinus T2, que je prenais en valeur absolue et que je majorais brutalement, je n'avais pas tellement d'autres informations sur un intervalle non borné que de dire que la valeur absolue de cosinus ou de sinus est inférieure ou égale à 1, eh bien, je vais le dire de la même manière. Or, la valeur absolue de sinus S sur S puissance 3/2 est inférieure ou égale, valeur absolue de sinus inférieure ou égale à 1 sur sinus S puissance 3/2, et ça sur 1x2. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est le paramètre qu'il faut introduire, qu'il convient d'introduire pour étudier l'intégrale généralisée. Alors là, c'est complètement terminé, parce que 1 sur S puissance 3/2 et somme de 1 à plus l'infini de ds sur S puissance 3/2 convergent. Je réécris pour être sûr, puisque nous sommes dans les toutes premières applications, comme intégrale généralisée de première espèce de Riemann, comme intégrale généralisée de Riemann de première espèce. Et donc, regardez bien maintenant la chute. La chute, c'est de dire la chose suivante. On a donc, je vais l'écrire plutôt que de le dire. On a donc, par comparaison, par le théorème de comparaison que nous avons établi. Eh bien, comme 1 sur S puissance 3/2 est une intégrale, produit une intégrale sur 1 plus l'infini qui est une intégrale généralisée convergente, par comparaison, eh bien, l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus S sur S puissance 3/2 ds converge. Et donc, et c'est là le point très important, eh bien, cela implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus S sur S puissance 3/2 ds converge également. Et c'était cette intégrale qui nous intéressait, parce que si celle-ci converge, rappelez-vous, par le changement de variable, donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t carré dt converge, puisque le terme tout intégré n'avait pas de comportement divergent. Alors, le point important, donc là, c'est la chute, on a terminé, mais je reviens quand même sur ce passage. Ça, c'est par le théorème de comparaison, et ce passage-là, c'est par rapport à l'une des propriétés que nous avons vues dans ce chapitre, qui dit que, et on ne l'a pas établi, certes, mais qui dit qu'on a la même propriété pour les intégrales généralisées que pour les intégrales de Riemann, à savoir
que si la valeur absolue d'une fonction est intégrable au sens de l'intégrale généralisée, alors la fonction est intégrable au sens de l'intégrale généralisée. C'est ce que je vous avais expliqué du point de vue de la terminologie, à savoir que la convergence absolue entraîne la convergence. On va dire que cette intégrale-là converge, mais elle converge absolument même. Ça veut dire que celle-là converge. Je répète, on va dire, de fait de cette propriété, que si la valeur absolue de f est intégrable au sens généralisé bien sûr, sur l'intervalle 1 plus l'infini, par la propriété que nous avons vue dans ce cours, eh bien l'intégrale de la même fonction, sans la valeur absolue, est intégrable. Autrement dit, si cette intégrale converge, alors celle-ci converge. Du point de vue de la terminologie, on dira que non seulement cette intégrale converge, mais qu'elle est absolument convergente. Pourquoi? Parce que l'intégrale de sa valeur absolue converge. Et ça, on le sait par le théorème de comparaison. Voilà ce qui nous permet de, de conclure de manière définitive sur l'intégrale de cosinus t carré. Alors une remarque pour terminer. Remarque, et vous pourriez la faire. Nous avons un intervalle non borné et la fonction ici est une fonction oscillante, cosinus t2. Eh bien, à l'inverse des séries numériques, soit vous les avez déjà rencontrées, soit vous allez les rencontrer, je me fais fort de vous proposer un bloc de cours sur les séries, non seulement numériques, mais les séries de fonctions et beaucoup de choses qui s'en rapportent, notamment les séries de Fourier, par exemple, les séries de fonctions trigonométriques, j'en passe et des meilleures, nous verrons ça ailleurs. Eh bien, vous apprendrez, ou vous avez déjà appris, que lorsque vous avez une série numérique, pour qu'elle converge, eh bien, une condition nécessaire est que son terme général tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Eh bien, à l'inverse des séries numériques, une intégrale généralisée de première espèce peut être convergente sans que sa fonction tende vers 0 à l'infini. Je l'écris. À l'inverse des séries numériques, une intégrale généralisée de première espèce peut converger sans que son intégrande tende vers 0 à l'infini. Ça, c'est une propriété extrêmement spécifique des intégrales généralisées. On aurait pu penser, comme pour les séries numériques, que ce serait une condition nécessaire de convergence de telles intégrales généralisées. Vous voyez ici que nous avons une fonction parfaitement oscillante qui n'a pas de comportement défini quand t tend vers l'infini, et pour autant, son intégrale généralisée converge, c'est ce que nous avons établi. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Je vous donne très rapidement rendez-vous pour d'autres intégrales généralisées. J'en ai déjà parlé, mais on va vraiment le faire dans la prochaine vidéo, les intégrales de Bertrand, qui sont des intégrales de référence très utiles dans le domaine de l'analyse et d'autres applications. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, mettre des petits likes ou des petits lol pour certains étudiants que j'ai eu et qui ont l'habitude de parler plus de lol que de like, mais enfin chez YouTube c'est des likes. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à cette chaîne pour être informé des très prochaines nouvelles vidéos sur de nombreux sujets que je vais aborder. À très bientôt.